Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo consacrée à l'étude des pannes observées dans le cas du MH370. Alors cette première vidéo, c'est la première d'une série de 8 vidéos destinées à couvrir successivement les pannes radio, transpondeurs, SATCOM, ACARS, la dépressurisation ainsi que le fret, via l'étude d'éventuels incendies au niveau du fret, pour finir ensuite par un épisode qui sera un épilogue pour fusionner tous les enseignements des précédentes vidéos afin de faire ressortir la piste qui est la plus logique. Cette première vidéo va se concentrer sur des notions de base du fonctionnement électrique mais aussi électronique du Boeing 777, car avant d'aborder ces pannes une par une dans les épisodes qui vont suivre, il est nécessaire d'avoir certaines notions de base sur le fonctionnement du Boeing 777 pour en faire une analyse sérieuse. Toute la difficulté ici est d'aller suffisamment loin dans le détail pour que vous en ayez une image suffisamment claire et précise quand j'aborderai certains aspects décisifs qui nous donneront une idée rationnelle sur les conclusions à en tirer. C'est la première chose que j'avais investiguée lors de mon enquête. Comprendre l'avion, comment il fonctionne, comment la redondance des systèmes a été conçue, et cela afin de saisir la logique des systèmes de l'avion. Cette étape est un préalable nécessaire et je dirais même obligatoire si l'on veut analyser ces pannes de manière sérieuse. Je vais donc tenter de vous restituer ces connaissances en essayant de les rendre compréhensibles tout en allant suffisamment loin pour que vous sortiez de ces vidéos en vous disant « j'ai appris plein de choses et je connais mieux le Boeing 777 » car cet aspect pédagogique a toujours été primordial dans l'approche que je m'efforce d'avoir dans mes vidéos sur le MH370. C'est parti, ouvrez grand vos neurones et plongeons dans les entrailles technologiques de cet avion. On va aborder 3 thèmes. Les sources d'alimentation du Boeing 777, le réseau électrique du Boeing 777, ainsi que la gestion électronique des systèmes du Boeing 777. On va commencer par les sources d'alimentation du Boeing 777. Quand on évoque une défaillance technique, la première chose à laquelle on pense, c'est bien entendu l'électricité. Tout système électronique nécessite de l'électricité et donc une source d'alimentation, un générateur ou une batterie. On discerne 2 types de courants qu'il va falloir quand même un peu comprendre. Le courant continu et le courant alternatif. Donc, si vous n'avez pas des bases en matière de courant ou d'électricité, je vais vous expliquer déjà brièvement un peu en quoi ça consiste. Le courant continu, c'est généralement de l'énergie qui est stockée dans une batterie ou dans une pile que l'on va décharger. On aura donc une autonomie limitée avec ce type de courant, sauf dans le cas d'un dispositif un peu particulier que l'on verra un peu plus loin sur Boeing 777. Le courant alternatif est lui créé à partir d'un alternateur ou d'une turbine. En gros, sur les bords d'un rotor qui tourne, on place des électroaimants qui vont interagir avec des aimants opposés situés sur une partie fixe à l'extérieur. On aura donc des générateurs connectés au moteur qui vont pouvoir ainsi créer de l'énergie électrique grâce à la rotation du moteur. À bord d'un Boeing 777, on va trouver ces 2 types de courants, car certains systèmes fonctionnent avec l'un ou l'autre de ces courants. Il est donc primordial qu'un équipement reçoive le bon type de courant et avec les bonnes caractéristiques, à savoir tension et intensité, pour pouvoir fonctionner normalement au risque de l'endommager. Alors, comment est produite l'électricité dans un Boeing 777 ? Tout d'abord, on va parler du courant continu. Le Boeing 777 dispose d'une batterie. Celle-ci n'a pas pour but d'alimenter l'avion en continu, puisque son autonomie est limitée à environ 10 minutes, mais plutôt à servir de tampon, notamment dans le cas où le système de sécurité va allumer l'APU, on expliquera ensuite ce qu'est l'APU, et va déployer également la rate. On verra ça également un peu plus loin. Mais en situation normale, les systèmes fonctionnant en courant continu sont en fait alimentés par un courant alternatif qui est transformé en courant continu au moyen de ce que l'on appelle des transformateurs redresseurs. On verra cela un petit peu plus loin. Parlons maintenant du courant alternatif. Un Boeing 777 dispose de 5 sources d'alimentation en courant alternatif,
dont 3 principales qu'on va d'abord voir ici. 2 IDG, un sur chaque moteur, qui sont en quelque sorte des alternateurs branchés sur le moteur, et l'APU qui est une turbine située à l'arrière. On va les détailler un peu plus maintenant. Un IDG, c'est un Integrated Drive Generator. Chaque moteur dispose d'un IDG qui fournit une alimentation en courant alternatif de forte puissance. En vol, en situation de vol normal, chaque IDG alimente un réseau droit et un réseau gauche, comme on le verra plus loin. L'APU est un générateur souvent utilisé au sol pour fournir à l'avion une alimentation électrique autonome. Il fournit la même puissance qu'un IDG et peut donc être allumé en vol pour pallier la défaillance éventuelle de l'un des IDG. Sur Boeing 777, il existe une sécurité qui déclenche automatiquement l'allumage de l'APU dans le cas où, on va simplifier ici, mais on verra plus loin que ce n'est pas tout à fait ça, où les 2 IDG venaient à cesser de fonctionner et à ne plus fournir d'électricité. Notamment dans le cas, par exemple, d'une panne des 2 moteurs. Si vous avez les 2 moteurs qui sont hors service, les 2 IDG ne seront incapables de fournir de l'électricité. Gardez cela à l'esprit, car cela va nous être utile plus tard dans d'autres vidéos quand on abordera notamment la panne du SATCOM. On a ensuite ce que l'on va appeler des BUGEN, pour Backup Generator, des générateurs de secours. Donc, ce sont des générateurs de secours connectés à chacun des moteurs. Il y en a un sur chaque moteur. Ils sont toujours en fonctionnement, mais ne sont pas utilisés en situation normale. Ils viennent pallier la perte éventuelle d'un IDG, mais ils ne pourront pas alimenter certains systèmes qui sont un peu trop consommateurs en énergie. Là encore, on va le voir un petit peu plus loin. La RAT pour Ramer Turbine, cette même sécurité dont j'ai parlé, qui va activer automatiquement l'APU et la RAT dans le cas où on va se retrouver en panne d'alimentation électrique sur les 2 réseaux, cette sécurité va déclencher l'allumage de l'APU, mais aussi déployer automatiquement la RAT, qui est une petite éolienne destinée à fournir une alimentation électrique minimaliste. Alors, il faut comprendre qu'un Boeing 777 est un avion à commande de vol électrique. Sans électricité, l'avion n'est pas pilotable. Raison pour laquelle Boeing a prévu ce dispositif pour qu'il génère une alimentation électrique suffisante pour pouvoir piloter l'avion. Certes, de manière dégradée, mais l'avion sera au moins pilotable et la RAT, comme elle est entraînée par le mouvement de l'air, donc tant que l'avion est en vol, cette petite éolienne va constamment fonctionner et ça permet de fournir de l'électricité de manière durable et illimitée tant que l'avion est en vol. On va parler maintenant des protections du réseau. Alors, il faut savoir qu'un générateur n'est jamais raccordé directement au réseau. Pourquoi ? Parce qu'avant de le connecter, il faut vérifier que les caractéristiques du courant qu'il fournit respectent des valeurs de fréquence, de tension, d'intensité. Sinon, vous risquez de faire littéralement cramer certains systèmes. C'est pourquoi ils sont reliés à ce que l'on appelle des armoires électriques. C'est ce que l'on voit sur ce schéma sous le nom de Power Panel. Ces Power Panels vont d'abord s'assurer que le courant correspond à ce qu'il est censé être, puis orienter le courant soit directement vers les bus électriques, on va voir après, qui utilisent ce courant à la puissance actuelle, soit vers d'autres Power Panels qui vont transformer ce courant pour l'adapter avant qu'il soit dirigé vers d'autres bus électriques qui fonctionnent avec des puissances différentes. Parce que tous les systèmes d'un avion ne fonctionnent pas aux mêmes puissances. Un peu comme si on dispatchait sur un réseau avec des réseaux de différentes puissances. Par exemple, un réseau qui va alimenter des maisons, un réseau qui va alimenter des usines qui ont besoin d'un courant différent. Donc c'est un peu le même principe. Concrètement, prenons l'exemple du IDG de gauche, qu'on appelle le left IDG. Autrement dit, l'IDG qui est connecté au moteur gauche. Le left IDG va envoyer le courant vers le P100 Left Power Panel. Le P100 est le nom qui permet d'identifier qu'il s'agit de l'armoire électrique gauche. Vous constatez qu'il y a une flèche qui sort à gauche directement vers les large loads. Ce sont des équipements nécessitant une puissance élevée. L'antenne SATCOM, par exemple, en fait partie. Mais nous verrons cela plus loin dans une autre vidéo quand on parlera justement du SATCOM. Il y a ensuite une liaison vers le bas, vers une autre armoire électrique qui est la P110 Left Power Management Panel,
qui va diminuer la puissance du courant en vue de le distribuer aux small loads, les équipements qui fonctionnent avec un courant de moindre puissance. On a une autre liaison qui part du P100 vers le P310 Standby Power Management Panel. Comme son nom l'indique, Standby, c'est une armoire qui va gérer l'électricité pour les équipements de secours. Vous constatez qu'il dispatche ensuite vers des small loads, les équipements fonctionnant avec un courant, là encore, de moindre puissance. La même logique va s'appliquer au Wright IDG, qui est donc l'IDG connecté au moteur droit, qui est là pris en charge par le P200, puis le P210 et qui alimente aussi le P310 de secours. Quant à l'APU, le schéma est assez similaire et passe par le P300 Auxiliary Power Panel, qui est une armoire auxiliaire. Vous remarquez toutefois que le P300 est connecté au P100 et au P200. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'APU peut venir pallier la perte d'un ou de deux IDG, d'où le fait que l'APU est relié aux deux armoires. Ça passe ensuite par le P320 qui ne s'utilise qu'au sol, donc je ne vais pas l'aborder celui-là, mais en vol, ce P320 va quand même être l'intermédiaire vers le P310 de secours. Donc on constate que le P310 qui assure l'alimentation de secours peut être alimenté par les trois sources, les deux IDG et l'APU. Il y a deux équipements supplémentaires qui viennent aussi au P320, la rate et la batterie principale. Le P310 est aussi raccordé au P210 droit. On peut donc avoir le P310 qui alimente le P210 si celui-ci n'est pas alimenté par le haut, mais aussi dans l'autre sens. On note également que l'ensemble de ces armoires électriques est regroupé au sein de ce que l'on va appeler l'ELMS, le Electric Load Management System. En fait, tout ce qui est à l'intérieur de ce carré bleu ciel que j'ai mis ici est géré par le LMS. C'est un système qui assure la gestion électrique des systèmes. Il répartit la charge électrique selon une logique définie par rapport aux priorités des différents systèmes. On aura l'occasion de reparler de l'ELMS car c'est un système central du Boeing 777. Bref, ce schéma nous montre des raccordements physiques entre les sources et les armoires qui vont répartir ensuite la charge électrique sur le réseau. Toutes ces armoires sont situées dans la soute à l'avant de l'avion dans ce que l'on appelle la Main Equipment Center. Une soute dans laquelle on va retrouver donc toutes les armoires, également tout un tas de racks, qu'on va appeler des racks. On en parlera un peu plus loin quand on parlera des radios, des transpondeurs. Bref, tout ce qui est équipement de fonctionnement de l'avion. Le cerveau de l'avion, en fait, c'est cette pièce qui est située sous le plancher cabine à l'avant de l'avion, juste devant la soute des bagages. Maintenant que l'on a vu les différentes sources et comment elles se répartissent, voyons maintenant comment ce courant est distribué au sein de l'avion. La logique de Boeing, elle est très simple. On a un réseau gauche, un réseau droit, un réseau central, pour simplifier. On va retrouver sur ce schéma, vous allez voir, les sources, les bus électriques et tout un tas d'informations que je vais vous apprendre à déchiffrer. Ce schéma, on va beaucoup l'utiliser, c'est pour ça que je vais passer un petit peu de temps à vous expliquer la logique qu'il y a là, parce qu'on va y revenir très souvent dans les vidéos prochaines pour que vous compreniez les logiques d'alimentation des systèmes que l'on va voir. On va retrouver nos sources d'alimentation en haut, vous pouvez voir, dans des ronds, voilà, dans des cercles. En dessous, on va trouver des rectangles avec des bords arrondis. Ce sont les bus électriques. En gros, c'est la ligne de tension qui parcourt l'avion et sur lesquels on va venir brancher ces systèmes. C'est un peu comme la ligne électrique dans votre rue, tout simplement, et on branche les maisons dessus. Bien sûr, ces bus, on va raccorder donc les systèmes de l'avion comme les maisons que l'on raccorde à une ligne de la rue. Voilà. Il y a un grand nombre de bus, comme vous pouvez le constater. Alors, pourquoi ? D'abord, parce qu'on a dit que tous les systèmes ne fonctionnent pas avec le même courant, que ce soit alternatif, continu, forte puissance, faible puissance.
mais aussi parce qu'ils n'ont pas le même niveau d'importance au sein de l'avion. Ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Certains ne sont pas essentiels au fonctionnement de l'avion. Par exemple, le système de communication par satellite, le SATCOM, n'a pas une importance essentielle. Alors que par contre, les écrans de pilotage, du moins certains, on n'a pas besoin de tous les avoir, sont absolument nécessaires pour piloter l'avion. La priorité, c'est de piloter l'avion. Si on a un gros souci, il faut ramener l'avion au sol. Il y a donc une hiérarchie parmi les systèmes et le moyen le plus simple pour les ingénieurs est souvent de regrouper ces systèmes entre eux, c'est-à-dire les plus essentiels entre eux, ceux qui ont une moins d'importance ou une importance moyenne entre eux, et ceux qui sont le moins importants également entre eux. Et donc tout ça va être en quelque sorte séparé sur des bus différents. On définit ensuite des priorités d'alimentation en fonction de la priorité des bus. Les bus où on a les systèmes hyper importants, les bus où on a les systèmes moins importants et le bus où on a les systèmes pas importants du tout, d'ailleurs accessoires. Par exemple, un four dans la cabine passager, si on ne l'alimente pas, c'est pas trop grave. Il y a d'autres priorités dans un avion. Alors, je vais maintenant vous apprendre à lire et à déchiffrer ce schéma que l'on a là. Je vous ai dit qu'on avait 3 réseaux, pour faire simple, un réseau gauche, un réseau droit et un réseau central. On va les identifier de cette manière, comme vous le voyez sur le dessin, et je vais vous expliquer un peu comment le courant circule dans ces réseaux. On va prendre d'abord l'exemple du left IDG. Le left IDG, c'est donc l'IDG qui est connecté au moteur gauche, qui va donc alimenter le réseau gauche. On voit que ce left IDG passe d'abord par un LGCB. Le LGCB, c'est le Left Generator Control Button. C'est un bouton qui va permettre de faire la connexion de ce générateur pour le connecter au réseau. Voilà. Et cette connexion, en fait, elle est faite par un bouton qui est dans le cockpit que vous avez ici, que l'on voit qui est on-off ici, et vous retrouvez à gauche Left Gen Control. Donc, en appuyant sur ce bouton, l'équipage autorise le système électrique à utiliser l'électricité qui est fournie par l'IDG du moteur gauche. Alors, dans l'image que l'on voit là, on est sur un avion qui est au sol. On a donc le on qui est bien activé et on a un off en dessous qui est allumé, qui indique qu'en fait, comme on est au sol, le moteur ne fonctionne pas. Donc l'IDG, comme le moteur ne fonctionne pas, l'IDG ne fournit pas d'électricité. Et donc il indique avec ce petit voyant off qu'il n'y a pas d'électricité qui est fournie par l'IDG à ce moment-là, tout simplement. Lorsqu'on autorise l'IDG à se connecter au réseau, on va directement alimenter le bus qui est juste en dessous, le Left Main AC. Main qui veut dire principal, AC pour courant alternatif, donc c'est le bus principal qui fonctionne en courant alternatif. Voilà. C'est un bus qui va fournir principalement l'alimentation à des systèmes de forte puissance. Voilà. Ensuite, on descend également le long de ce schéma. On va arriver à LTBB, je passe. C'est un bouton qui est géré par le système électrique de manière autonome. Il va alimenter le bus suivant qui est le LXFR. XFR signifie transfert. Donc c'est le nom du bus, ils l'ont appelé Lost Transfer Bus. Donc ce bus transfert, là aussi, on va avoir des systèmes qui vont être reliés à ce bus-là. On descend encore et on voit qu'on passe par un LTRU avec cette fois un rectangle. TRU, c'est un Transformer Rectifier Unit. C'est un transfo-redresseur. Quand je parlais un peu plus tôt qu'on allait créer du courant continu de manière un peu particulière, en fait, on va créer du courant continu en transformant du courant alternatif. C'est ça qui est un peu particulier. L'avantage, c'est qu'on utilise de l'électricité alternative qui est déjà présente, qui est fournie par l'IDG, pour pouvoir transformer ce courant en courant continu pour alimenter des systèmes qui nécessitent du courant continu. Et ce transfo redresseur est relié en dessous au LDC, qui est donc le bus qui fonctionne en courant continu, donc, du côté gauche. Parfois, on va retrouver des noms dans la documentation qui est du Left Main DC. C'est la même chose, c'est le Left DC en fait. Et là, vous avez tout le réseau de gauche. On va appliquer la même chose
du côté droit, où on prend donc le write IDG, qui a un bouton, là encore on retrouve le même bouton mais cette fois côté droit, donc le Write Generator Control, qui permet de connecter l'IDG de droit du moteur droit au réseau, au Write Main AC, qui va ensuite alimenter le Write Transfer, le bus Write Transfer, qui va ensuite passer par le transfert redresseur du côté droit, le RTRU, et ensuite alimenter le bus DC droit, le RDC. Voilà. Là, vous avez déjà la logique des deux côtés. La logique centrale, là, on va la voir très brièvement là. On reviendra davantage quand on traitera certains systèmes qui l'utilisent. En gros, c'est un système qui va pouvoir utiliser l'alimentation électrique des deux côtés. Donc vous voyez qu'on a des relais TRUC1, TRUC2 qui sont connectés directement au left transfer et au right transfer. Et donc ces bus transfert, c'est du courant alternatif qui va donc devoir passer par des transformeurs, des transforts redresseurs, donc des TRU, C1 et C2, pour alimenter des bus qui fonctionnent en courant continu, Captain Flight Instrument et Flight Officer Flight Instrument. Voilà. Donc ça, vous avez le côté central, mais ce côté central, il va fonctionner soit par l'un côté, soit par l'autre côté du réseau. Et on va voir, on a également d'autres sources. Les autres sources que l'on a, si on voit, au milieu, on a un APU gen. L'APU gen, c'est le générateur qui est connecté à l'APU. Vous vous souvenez, au début de la vidéo, j'ai dit qu'on pouvait fournir du courant alternatif, soit à partir d'un alternateur, mais également d'une turbine. L'APU, c'est une turbine. Donc là, pareil, on va avoir un générateur qui est connecté à la turbine, qui va être connecté directement donc, au réseau comme on le voit, si on suit le schéma. On arrive à des nœuds, voilà, qui se relient des deux côtés, le left main AC et le right main AC, via ce qu'on appelle les LBTB et le right BTB. Voilà. C'est ce qu'on appelle les bus tie breakers. Et c'est des boutons que l'on retrouve là encore sur le panneau qui est dans le cockpit, au-dessus du commandant de bord, avec les left bus tie et right bus tie. Comme vous voyez qu'ici, ils sont en position auto, c'est-à-dire dans cette position-là, avec le bouton enfoncé en position auto, l'équipage autorise le système électrique à gérer automatiquement s'il y a besoin de transférer du courant d'un côté ou de l'autre, tout simplement. Et l'APU, ça permet donc ici d'alimenter directement un bus principal AC, le droit ou le gauche, si ce bus se retrouve ne plus alimenté, peut-être par exemple, par exemple le moteur droit qui est hors service, ben, l'IDG du moteur droit ne va plus fonctionner. Donc l'équipage va devoir allumer manuellement l'APU pour que l'APU puisse être relié au right main AC, que le right main AC soit alimenté normalement, comme si un IDG était en fonctionnement. Voilà. De la même manière, vous pouvez très bien avoir le moteur qui fonctionne, mais le générateur, l'IDG de droite, qui est peut-être défaillant, et à ce moment-là, il va falloir compenser pour pouvoir alimenter le right main AC avec l'APU. Donc vous retrouvez ce schéma-là. Autre générateur qu'on va trouver qui va être plus un générateur de secours, en fait vous en avez deux, ce sont les BU gen, que j'ai parlé tout à l'heure. On a un BU gen sur chaque moteur, hein, comme vous pouvez le voir, et ces BU gen, si vous suivez la liaison, arrivent à un backup gen converteur. C'est un générateur, un convertisseur de générateur de secours. C'est-à-dire ce générateur, en fait, on ne va pas utiliser directement le générateur du moteur. En fait, le système, il va prendre l'un ou l'autre au sein de ce backup gen converter et il va assurer la liaison. Comme vous le voyez, vous descendez, on passe par les left CCB, je passe un peu ce côté-là, et il se connecte au left transfer et au right transfer. Ce qui veut dire qu'on voit clairement que le BU gen, il n'alimente pas le left main AC ni le right main AC. Donc on a un BU gen qui fournit une puissance moindre qu'un IDG, mais qui va néanmoins pouvoir alimenter un des bus transfert. Dernier élément qui nous reste ici, sur la partie haute, c'est le RAT gen, c'est la Ramer turbine, et donc le générateur qui est relié à cette RAT, donc cette petite éolienne. Et là, si on redescend le fil, et ben on descend, on voit qu'on descend directement vers les relais TRUC1, C2, ce qui nous montre que la RAT ne va pas alimenter
le réseau droit ni le réseau gauche. L'alimentation de la rate n'est pas suffisante pour ça. Par contre, elle va alimenter, parce que si on descend, les Captain Flight Instrument et First Officer Flight Instrument, donc on va dire des bus qui sont essentiels. On va retrouver des équipements de pilotage qui vont permettre de piloter l'avion dans le cockpit. Donc on a vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Et c'est pour ça que la rate, c'est vraiment un générateur d'ultime secours. Eh bien, ça va relier uniquement ces instruments-là, mais ça a une puissance également qui est limitée. Autre chose que l'on retrouve, là, il faut regarder plus du côté gauche. Si vous regardez le Captain Flight Instrument, vous voyez que si on va sur la gauche, on a la batterie. Donc là, ce que l'on voit, le symbole de rectangle avec les bords arrondis, ça veut dire que c'est un bus, donc c'est le bus batterie, avec bien sûr des contacteurs et des relais qui sont gérés par le système automatiquement. On continue plus à gauche, on a le hot battery, donc le bus hot battery, qui est en lien, si on descend encore, avec la main battery. Donc la batterie principale va alimenter le hot battery bus, qui va ensuite être connecté au bus batterie, qui va ensuite être connecté au Captain Flight Instrument bus. Voilà. Et vous avez également un autre bus qui est alimenté là également, mais là ça vient du sol, c'est le battery number 2, qu'on en a juste en dessous, mais on a un grand power battery relay. Donc là c'est plus une alimentation qui sera au sol. Voilà, si je dis pas de bêtises. Donc vous voyez qu'on a une façon de lire de ce schéma-là qui est relativement simple. On prend la source qui est en haut, on redescend le long du réseau, on trouve les différents bus, on prend un autre bus, en dessous on descend, et on a au milieu des alimentations de secours telles que l'APU, la rate, qui vont pouvoir alimenter un côté, voire les deux côtés, avec potentiellement, si on alimente les deux côtés, des systèmes qui pourront être délestés. Mais on a des secours qui vont se faire à plusieurs niveaux, soit au niveau des left main AC, soit au niveau des transferts, soit au niveau des bus Captain Flight Instrument et First Officer Flight Instrument. Voilà. Et après, vous avez les batteries qui, elles, sont là pour faire un peu le tampon. En attendant, on l'expliquera un petit peu après, parce que l'APU et la rate, ce ne sont pas des systèmes qui sont disponibles immédiatement. Si vous perdez les deux moteurs d'un coup, suite à une panne de carburant par exemple, eh bien vous allez avoir la batterie qui va continuer à alimenter certains systèmes essentiels, mais il y a quand même plein de systèmes qui vont devoir s'arrêter, mais la batterie va également démarrer l'APU et va déployer la rate, mais ça va prendre un certain temps. Le temps de déployer la rate, qu'elle se mette à tourner, que le système vérifie que l'alimentation qu'elle fournit est correcte pour la relier au réseau. Idem pour l'APU, là il faut compter 1 minute et demie pour démarrer cette APU et faire en sorte qu'il soit à un régime de fonctionnement nominal pour pouvoir fournir de l'électricité. Eh bien il faut un certain temps, et ce temps on va dire de temporisation, il est géré par la batterie pour alimenter des systèmes essentiels. Donc comprenez maintenant un peu la logique que l'on a derrière ce schéma et l'importance de bien le lire, de bien le comprendre. Vous allez voir que quand on va aborder les radios, les transpondeurs et tout un tas de systèmes, ben on va se replonger dans ce système-là pour le comprendre. Alors, je vais parler ici maintenant d'une déconnexion manuelle des IDG. Donc comme vous avez vu sur le schéma, donc, on peut déconnecter les IDG du réseau avec le bouton GCB que je vous ai montré dans le cockpit. Il y a un deuxième bouton qui est juste en dessous, là où vous voyez Drive qui est allumé. C'est un bouton qui va permettre de déconnecter physiquement l'IDG du moteur. Pourquoi ? Parce que dans certains cas, si vous avez vraiment une défaillance de cet IDG qui s'emballe et qui crée justement un courant qui n'est pas du tout correct, il est important de déconnecter ce générateur pour ne pas qu'il endommage éventuellement le réseau ou même que physiquement il subisse une défaillance irrémédiable quitte à se détériorer davantage. Donc on peut déconnecter physiquement via ce bouton donc Drive Disconnect, ce qui est d'ailleurs avec un cache pour éviter qu'on y appuie par mégarde, parce que si vous le déconnectez de cette manière en vol, vous ne pourrez jamais reconnecter le générateur au moteur. Vu qu'il est déconnecté physiquement, il faudra
attendre que l'avion soit posé et que des mécaniciens viennent rebrancher manuellement le générateur. Vous ne pourrez pas le rebrancher en vol. Donc c'est aussi un moyen de déconnecter l'alimentation du réseau. Donc voilà, je pense que vous avez compris la façon de lire ce schéma à présent. Gardez en tête ces notions de base, car nous allons souvent nous y référer avec ce diagramme, notamment pour étudier les différentes pannes. On localisera le bus sur lequel est connecté un système pour analyser ensuite la façon dont celui-ci est alimenté en situation normale, puis en situation dégradée. Cette méthode est la plus sérieuse pour déterminer si une défaillance peut expliquer la perte d'un ou de plusieurs systèmes, ou alors si une action volontaire de quelqu'un à bord du cockpit peut plutôt l'expliquer. On va maintenant aborder la gestion électronique des systèmes du Boeing 777. Alors, quand on cherche pourquoi un système a cessé de fonctionner, on recherche d'abord un défaut d'alimentation électrique, comme on vient de regarder un peu, mais aussi il y a une autre possibilité qui est l'explication de la défaillance électronique. Alors, par électronique, j'entends par là un éventuel souci informatique, pour simplifier. Alors, les avions sont de plus en plus informatisés de nos jours et le Boeing 777 n'échappe pas à la règle. L'AIMS, qui est le Airplane Information Management System, est le cœur du système informatique de l'avion. On pourrait dire même plutôt son cerveau si vous préférez. Il s'agit d'une ligne de boîtier, de rack, c'est bien le terme de rack qu'on a utilisé tout à l'heure, qui se situe dans la Main Equipment Center. Donc vous avez des racks qui sont disposés comme ça, les uns côté des autres, et chacun a une fonction qui lui est bien précise. Certains utilisent la gestion des systèmes, d'autres des affichages, d'autres des communications, etc. Voilà. Donc, chacun va avoir une tâche. Dans notre étude des pannes, c'est surtout ici le CPM-COM qui va nous intéresser, puisque dans le cas du MH370, ce sont surtout les équipements de communication qui ont cessé de fonctionner, soit complètement, soit temporairement. Et c'est le boîtier que l'on a ici qui est à gauche. Vous voyez ici qu'il gère les radios VHF C et R, pas la L, c'est-à-dire la gauche, il ne gère pas la gauche. Voilà, on met déjà un peu le doigt sur un détail important qu'on abordera dans la panne radio, dans la vidéo dédiée, je n'en dis pas plus pour l'instant. Bref, si l'AIMS est défaillant, il n'y a plus de traitement informatique. Donc, on peut déjà s'intéresser à l'alimentation électrique de l'AIMS. C'est en quelque sorte un ordinateur. Ou devrais-je dire plutôt même des AIMS. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul AIMS, il y en a deux. L'AIMS droit et l'AIMS gauche, comme on peut le voir ici. Et oui, dans l'aviation, on prévoit toujours une redondance. Souvenez-vous du nom de certains bus que l'on a abordés tout à l'heure. Vous devez en reconnaître quelques-uns sur ce schéma-là. Regardons l'armoire AIMS left. Donc le cabinet signifie en fait armoire, tout simplement. On a une alimentation gauche et une alimentation droite. L'alimentation gauche a deux sources. Le bus 28 volts DC Captain Flight Instrument, provenant de l'armoire P11, comme vous pouvez le voir ici, et le bus 28 volts DC Hot Battery, provenant de l'armoire P310. Vous vous souvenez des armoires de secours, là, la P310 que j'expliquais un peu avant. Voilà. L'alimentation droite a une seule source. Le bus 28 volts DC First Officer Flight Instrument. Chacune des sources, à l'exception de la batterie, se fait via deux liaisons. Comme vous pouvez voir ce qui arrive justement au niveau des AIMS. Là encore, si la première liaison est rompue, qu'il n'y a pas d'alimentation, il en reste une deuxième. On a donc l'AIMS left, donc l'AIMS gauche, qui a trois sources d'alimentation différentes via 5 connexions. Voilà. Regardons maintenant l'armoire AIMS right, donc la droite. On a aussi une alimentation gauche avec une alimentation droite. L'alimentation gauche a deux sources. Le bus 28 volts DC left,
provenant de l'armoire P11 et le bus 28 volts DC haute batterie provenant de l'armoire P310. Là encore, on retrouve l'armoire de secours. L'alimentation de droite a une seule source d'alimentation, le bus 28 volts DC. Chacune des sources, à l'exception de la batterie, se fait là aussi via 2 liaisons. Là encore, si on a la première liaison qui ne fournit pas d'alimentation électrique, on a toujours la deuxième. On a donc l'AIMS droit qui a 3 sources d'alimentation différentes, là aussi via 5 connexions. Le P11, lui on voit, il est commun, mais la redondance est tout de même assurée par le bus batterie, comme on peut voir sur cette AIMS. Le bus batterie, qui lui, vient du P310. Donc on a, si jamais une armoire qui est défaillante, il y a quand même une autre armoire qui est en mesure d'alimenter l'AIMS. Donc vous voyez qu'il y a quand même une très très bonne redondance également de l'AIMS et on aura l'occasion d'en parler un peu plus en détail dans les prochaines vidéos. Donc voilà, en conclusion, vous avez à présent les notions de base qui vont vous permettre de mieux appréhender les prochaines vidéos. Ça vous donne déjà un peu un aperçu des schémas que l'on va voir, de la façon dont je vais vous les expliquer et je pense aussi que vous avez peut-être commencé à toucher du doigt le niveau de redondance de l'avion. Un point qui sera grandement abordé dans les pannes des vidéos qui vont suivre. Donc vous voyez que l'avion est quand même relativement bien conçu en termes de redondance et donc maintenant que vous avez ces notions de base, vous allez être en mesure de mieux comprendre les vidéos qui vont suivre. J'espère ne pas vous avoir un peu trop perdu dans ces langages techniques, dans ces explications. J'ai essayé d'expliquer de manière simple. N'hésitez pas à repasser les passages que vous avez peut-être moins bien compris, à suivre sur le schéma tout ce que je dis. Je pense que ça devrait être relativement facile à comprendre. Après, de comprendre toutes les implications quand il y a un système qui lâche et quel autre système va prendre le relais, ça je vais vous l'expliquer un peu plus en détail quand on verra clairement certains systèmes pour vous expliquer pas à pas ce qui peut se passer, quels sont les secours électriques qui sont activés, dans quel ordre ces secours vont être priorisés. Tous ces éléments-là, c'est, je dirais, les bases qui vont vous permettre de comprendre cela. Et c'est extrêmement important parce que ça va nous permettre d'avoir derrière des conclusions qui sont, j'ai envie de dire déjà, j'annonce la couleur, imparable.